Bienvenue sur Unlocked, le podcast présenté par Swissquote qui vous donne accès aux coulisses des industries qui façonnent l'économie. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre simplement et concrètement ce qui se passe en ce moment sur les marchés financiers. Et pour ça, on a le parfait guide avec nous, Issa Maïga, bienvenue. Merci à toi de me recevoir. Donc je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Bah écoute, c'est un plaisir de t'avoir. En plus, tu es chez Swissquote. Tu évolues depuis plus de 20 ans dans l'univers des marchés de capitaux. Chez Swissquote, tu travailles au plus près des clients, institutionnels comme particuliers, pour leur proposer les bons produits financiers au bon moment, qu'il s'agisse d'actions, d'obligations, de produits à effet de levier, de fonds ou de TP. Mais ce qui nous intéresse dans cet épisode, c'est de vulgariser le monde dans lequel on vit, ce monde complexe, et essayer de lire entre les lignes des mouvements de marché. En ce moment, on peut voir que c'est assez fou. Et aussi transformer l'info économique en idées concrètes d'investissement. Même pour ceux qui ne suivent pas la finance au quotidien, je pense que ça, c'est aussi important. Issa, bienvenue dans Unlocked. Je voulais savoir comment tu as commencé à travailler en finance, parce que je pense qu'on en parlait en off, mais c'est super intéressant comment tu es arrivé là. Tu es quelqu'un de passionné, et puis c'est un peu par passion que tu es arrivé en finance. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Alors, tout simplement, tu sais, quand tu as 10 ans, tu es facilement influençable, tu regardes la télé, tu écoutes de la musique, donc tu es influencé un petit peu par ce qui t'entoure. Et moi, j'étais influencé par un film, film qui s'appelle Trading Places, en français Un fauteuil pour deux, donc avec Eddie Murphy, Dan Aykroyd et aussi Jamie Lee Curtis. Donc ce film a été fait sous fond d'expérience sociale, savoir si on est vraiment le produit de son environnement. Si on place par exemple une personne d'un milieu défavorisé, si on la place dans un milieu qui est beaucoup plus favorisé, est-ce que cette personne va changer de comportement? Est-ce qu'elle aussi elle va s'adapter et puis prendre les codes? Et si on prend une personne, en l'occurrence un banquier, et si on le met dans un milieu moins favorisé, défavorisé, limite SDF, est-ce que cette personne va être influencée par son environnement? Donc je n'ai pas spoilé le film. C'est un film des années 80, c'est un film avec Eddie Murphy. Et à la fin, sous fond de délit d'initié, je me suis rendu compte qu'on pouvait trader sur les marchés à terme, donc à 3 mois, ou à 6 mois, 9 mois. Donc sur les marchés à terme, on pouvait trader des matières premières, le jus d'orange, de la viande, du pétrole, etc. Et donc, du haut de mes quelques dizaines d'années, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. C'est exactement ce que je veux faire. Donc, je ne savais pas comment y arriver. Et après, je l'ai appris. Les études qu'il fallait faire. Mais c'est ce que je voulais faire. Donc, c'est vraiment pour moi une révélation. Et puis, évidemment, Eddie Murphy est noir. Je suis noir. Donc, j'ai pu m'identifier à Eddie Murphy et me projeter. Donc, pour moi, c'était vraiment un déclencheur. Je vois. Alors, en tout cas, comment on peut voir avec ton expérience de comment tu es arrivé à t'intéresser à la finance, c'est parce qu'en fait, la finance, ça englobe plein de choses et ça nous concerne tous. Et on se rend compte aujourd'hui avec ce qui se passe aussi en politique, en géopolitique, que ça a un impact autant sur notre argent que sur la société, quoi. Sur la vie de tous les jours. Les décisions qui sont prises, que ce soit à l'intérieur d'un pays, des décisions politiques ou au niveau international, tout a une implication. Et je pense que maintenant, les ménages, les consommateurs, ils savent, les individus savent que maintenant qu'il y a une interdépendance entre ce qui se passe à l'autre bout du monde et ce qui se passe au niveau local, ne serait-ce que pour le pétrole. On dit le pétrole baisse, ok, pourquoi ça baisse pas maintenant? On attend un petit peu que les barils qui ont été achetés à terme, que ces prix-là s'évacuent et qu'ensuite que les nouveaux prix soient répercutés. Donc toutes les décisions, toutes les situations économiques ont un impact sur la vie de tous les jours et à différents niveaux. On l'a vu aussi avec le conflit et la guerre en Ukraine. On l'a vu lorsque il y a eu besoin de chercher d'autres sources d'approvisionnement pour le gaz. Et on a vu l'impact direct et très, très rapide sur la vie des ménages européens et tous ceux qui s'approvisionnaient avec le gaz russe. Tu parlais de cet impact-là et on va parler aujourd'hui de l'impact de l'actualité chaude, donc de ce que Trump a annoncé. Mais avant, j'aimerais bien juste peut-être recontextualiser. Donc ce podcast, on va
parler de l'actu chaude, de ce qui nous fait suer en ce moment. Et on va aussi essayer de débriefer tout ça, comprendre les marchés, ce qui se passe et comment naviguer dans ce brouhaha. Ce podcast n'est pas un conseil en investissement, je suis obligé de le rappeler. C'est pas non plus une discussion avec quelqu'un qui a juste lu 3 articles avec Warren Buffett. Non, pas lu, je pense que maintenant plus personne ne lit, enfin peu de personnes lisent, donc une personne qui a regardé une vidéo de quelqu'un qui a lu. Voilà, c'était pour dire qu'en fait, tu as de l'expérience, ça fait un moment que tu travailles dans le monde financier. Est-ce que tu peux voir une corrélation entre quelque chose qui s'est passé dans ta carrière et ce qui se passe aujourd'hui? Moi, j'ai commencé à travailler dans la finance en 2000, en avril 2000, donc c'était en plein boom Internet. Donc à l'époque, pour lever des fonds, il fallait faire une start-up. On avait des business angels, quand je dis on, c'est pas moi, hein, mais bon, en tout cas, il y avait des business angels qui arrivaient, qui investissaient sur des perspectives de gains qui étaient assez importants. Et ensuite, il y a eu un dégonflement de la bulle Internet. C'est-à-dire que moi, ce dont je m'aperçois, c'est que si je fais un retour en arrière en tout cas sur ma carrière, bulle Internet. Ensuite, 11 septembre. Après, ce que tout le monde a oublié, il y a eu aussi 2 grands scandales. Hein. Il y a eu Enron et WorldCom. Donc, ce sont des scandales où il y a eu entre guillemets, des magouilles au niveau de la comptabilité. Donc ça a eu un impact assez fort, hein, sur les marchés. Ensuite, il y a eu Jérôme Kerviel, il y a eu les subprimes avec la Grèce et puis d'autres pays européens, l'Islande, etc. Ensuite, Madoff. Après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, si on va fast forward, on a la guerre en Ukraine. On a eu Trump 1, 45e président des États-Unis, qui tweetait plus vite que son ombre. Et l'évolution Pokémon maintenant, les Reptincelles. voilà, c'est son évolution. Pour ceux qui connaissent Pokémon. Ouais. Donc il y a son évolution. 45-47, hein, maintenant c'est 47e. Entre-temps, il y a eu Biden, 46, qui lui aussi faisait du protectionnisme, mais bon, c'est peut-être moins visible, hein, c'était peut-être moins visible, et qui incitait en tous les cas les entreprises étrangères, européennes notamment, à s'implanter aux États-Unis pour avoir droit à des subventions et en tous les cas bénéficier d'avantages fiscaux. Donc voilà, donc là on est là, ce que je regarde, lorsque je regarde, ce dont je m'aperçois, c'est que c'est une énième mini crise entre guillemets, parce qu'on n'est pas les marchés sont chahutés. Évidemment. J'avais oublié le Covid. On a eu le Covid. Le principal quand même. Le Covid. En fait, lorsqu'on est tellement habitué à avoir toutes ces crises successives, et j'ai pas parlé après de la crise japonaise, avec la thaïlandaise, etc. Mais lorsqu'on a eu... les crises, c'est le propre des marchés financiers et de notre environnement. On peut faire une métaphore, c'est comme dans les relations humaines, c'est pas 100% bien, à un moment, il y a des mini-crises, il y a des incompréhensions, etc. Donc les marchés financiers fonctionnent exactement de la même façon. Et je pense qu'on en parlera par la suite, mais après, pour l'investisseur, c'est la maîtrise de ses émotions face à ces crises. Et avec l'expérience et avec les situations qu'on en connaît, eh bien, on apprend après à gérer au mieux ces crises. Et là, ce dont je me suis aperçu également, c'est qu'on a eu aussi des nouveaux investisseurs qui sont arrivés pendant le Covid, qui sont arrivés via les cryptos aussi, et qui ont saisi des opportunités. Mais lorsqu'on arrive au sein d'un marché qui ne fait que de monter, et lorsqu'on a profité, entre guillemets, d'un creux, d'un appel d'air, avec le Covid, lorsque les marchés sont retombés, là, c'est vrai qu'on est très surpris, là, on se demande ce qui se passe. Et par ces événements, après, on est amené à regarder un petit peu les différents événements économiques, se dire, mais ça a une interaction sur ça, l'inflation, les banques centrales, l'emploi, le discours d'un politicien. Donc avec tout ça, c'est bien d'avoir du recul, de savoir ce qui se passe. Et c'est intéressant que tu introduises ça par cette phrase. Tu vois, il faut prendre du recul sur ce qui se passe. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'actualité chaude en ce moment, après tous ces événements qui se sont passés? L'actualité chaude, en filigrane, déjà, il y a le conflit européen. Voilà. Donc il y a eu 2 volets. Il y a eu le premier volet, il y a eu l'entrevue Zelensky avec Trump.
Quand tu dis conflit européen, tu parles d'Ukraine ou tu parles d'Ukraine, oui, parce que bien après il y a aussi les armes qui sont données par les pays européens, etc. à l'Ukraine. Donc là il y a eu Ukraine contre la Russie versus Ukraine, et donc il y a eu cette rencontre. Ensuite, il y a eu juste avant, il y a quand même eu la menace de Trump de dire écoutez, la plupart des pays européens, c'est pour ça que je parle de l'Europe, sont à moins de 2% du PIB, en tout cas pour allouer à la défense. Moins de 2%, pour certains c'était 1,5, 1,8, etc. Et nous on va arrêter de payer pour tous les pays qui font partie de l'OTAN, on va arrêter de payer pour eux. Donc en gros, il a dit ce qu'il allait faire, et il est en train de faire ce qu'il a dit. Donc il y a eu, donc en filigrane, donc il y a ce conflit, et ensuite bataille commerciale, guerre commerciale. Et on est en plein dedans. On est en plein dedans, et c'est un peu cet exemple où lorsqu'on n'aime pas quelqu'un, on a un problème avec quelqu'un, on veut pas le nommer. Du coup on dit bon voilà, vous êtes tous du même groupe. Il a quand même appelé l'Europe la mini China lors d'une émission de radio. Il a dit bon, l'Europe c'est une mini Chine, profite de nous, etc. Blablabla. Donc avec la Chine, la Chine, le grand pays qu'est la Chine, et après l'Europe, mini China, donc Chine. Voilà. Donc pour lui c'est ça. Et de se dire finalement droits de douane augmentés pour tout le monde, mais dans le viseur, j'ai la Chine. Mais je ne veux pas dire que j'ai la Chine frontalement. Je ne veux pas le dire, mais je dis tout le monde d'abord. En tout cas, les tarifs douaniers, là, Trump, il a juste annoncé qu'il allait faire des tarifs aussi sur les importations de minéraux critiques. Oui. Et tu parlais de la Chine, et je pense que là, c'est aussi intéressant parce que la Chine, qui est un acteur majeur dans la tech, surtout là où tu as beaucoup besoin de minéraux. Il y a vraiment des choses qui se passent aussi avec la Chine en ce moment. Oui. Ça, c'est quelque chose, j'aimerais en parler. Surtout que je te vois avec des baskets et je crois que tu as une passion pour les baskets, non? Ouais, c'est une de mes passions, une passion pour les baskets. Bon, moi, c'est pas forcément c'est une paire de baskets classiques, la marque en N. Mais c'est vrai, oui, j'ai une grande passion depuis plusieurs années pour les baskets. Enfant des années 80. Donc, les Jordan. Donc, je pense qu'on est pas mal à être venu. Quoique, avant, il y avait aussi les Lendl et les Nastase, que j'aimais pas mal aussi. Les Stan Smith, mais bon, bref, sans citer de marque. On voit que c'est une passion. Oui, mais au-delà de ça, je me suis rendu compte à un moment, c'était avant Covid aussi, que les baskets que j'achetais, via ce qu'on appelle des tirages au sort, des raffles, où on s'inscrit, et puis comme il y a des éditions limitées, donc ça suscite vraiment tout ce qui est rare et cher et prendre la valeur par la suite. Donc je me suis rendu compte que les baskets que j'achetais et que je portais pas forcément, que je stockais, que je regardais, que j'ouvrais la boîte de temps en temps et je refermais, prenaient plus de valeur que certaines actions. Que aussi certains amis, des bouteilles de vin que certains amis pouvaient collectionner dans leur cave, etc. Que aussi des lettres de Napoléon qui pouvaient être collectionnées par des collectionneurs, ou sinon aussi que certains investissements qui pouvaient être faits par des investisseurs au niveau des forêts ou d'autres investissements, on va dire, différents. Et voilà. Donc, en gros, oui, c'est une grosse passion. Bon, je me suis calmé parce que chez moi, il y a un manque de place. Parce que la famille n'est pas très contente. Mon épouse n'est pas très contente parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle paire que je ramenais, donc j'en achète beaucoup moins. Mais principalement donc de la Jordan, de la Yeezy. Et pour donner un ordre d'idée, lorsqu'on achète une paire de baskets soit à 200 francs ou à 200 euros, on peut se retrouver après une paire de baskets qui vaut un peu plus 1000 ou 2000. Voilà, donc ça et ça va très très rapidement. Donc après, ça a de la valeur, et je voulais en parler parce que cette valeur, elle est produite en Chine en majorité. Je veux dire, il y a beaucoup de ces producteurs. D'ailleurs, on voit sur TikTok en ce moment, si vous regardez les trends, il y a beaucoup de fournisseurs chinois qui se plaignent des tarifs douaniers et puis qui, en fait, dénoncent... c'est aussi une guerre géopolitique, mais qui se passe à travers les réseaux sociaux, à travers l'image qu'on a de la Chine. C'est pour ça que je voulais te parler des baskets, parce que c'est marquant. Et puis, vu que tu es passionné aussi, je pense que c'est un sujet duquel on peut partir pour justement parler de ce qui se passe avec la Chine, pourquoi les investisseurs ils s'inquiètent. Oui. Non seulement les investisseurs des Air Jordan, mais aussi les investisseurs en général. Est-ce que tu peux juste un peu faire un récap
pour nous, parce qu'on parle d'actu, la Chine est vraiment présente et omniprésente avec ces discussions de tarifs douaniers. Hein. Alors je dirais que la Chine est présente, mais aussi connaît un problème économique, un problème de chômage. Donc c'est vraiment, là on est face aussi à de grosses difficultés. La plupart des particuliers, des ménages chinois ont investi dans l'immobilier. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as suivi le scandale de Evergrande. Non. Voilà, donc c'est bon. Il y a eu une crise de promoteurs immobiliers. Donc il y a eu des ménages, des particuliers chinois qui ont investi dans l'immobilier. Hein, donc ça c'est voilà. Je crois qu'un peu plus de 90% des Chinois en tout cas qui sont dans un appartement sont propriétaires de leur appartement. C'est quand même, je me trompe pas, mais c'est quand même assez important. Alors qu'Evergrande, en fait, c'est une sorte de holding qui a investi un peu partout et notamment dans l'immobilier et qui proposait des plans immobiliers, à l'achat des plans immobiliers à des particuliers et en utilisant un très fort effet de levier. Donc il y a eu des plans immobiliers qui ont été proposés à des particuliers, ils achetaient sur plan. Et ensuite il y a eu de la part du gouvernement chinois, il y a eu une sorte de, ils appelaient ça une ligne rouge qui a été installée, ce qui conduisait justement les entreprises, les promoteurs immobiliers, dont Evergrande, il y en a aussi. Il y a eu 50 ou 60 autres gros promoteurs immobiliers qui se sont trouvés dans cette difficulté, face à cette difficulté. Cette ligne rouge qui a été imposée, donc, a réduit, la possibilité d'effet de levier, et en tout cas a augmenté les exigences en termes de capitaux. Ce qui fait que Evergrande s'est trouvé face à de gros problèmes et n'a pas pu délivrer les appartements qui a été achetés sur plan. Donc il y a une grosse crise immobilière. Suite à ça, on s'aperçoit qu'il y a eu un ralentissement économique, on s'y attendait. Si on prend, là justement, il y a eu les derniers chiffres qui ont été publiés au niveau de la Chine, hein, du PIB, 5,4, on s'attendait 5,4%, on s'attendait à 5,1, donc c'est les chiffres qui ont été publiés aujourd'hui, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ça a été mal accueilli par les marchés financiers et on l'a vu ce matin lors de l'ouverture. Pourquoi ? Parce que les perspectives étaient mauvaises. Parce que ce qui a été décidé, la guerre commerciale qui a été décidée, qui a été démarrée par Donald Trump, eh bien, n'a pas été encore prise en compte dans l'évaluation du PIB. Donc on s'attend vraiment à ce que la croissance baisse en Chine. Pour les trimestres à venir, on s'attend vraiment à ce qu'il y ait une chute du PIB, une chute aussi de la consommation chinoise. Autant la Chine, c'est l'un des premiers producteurs en termes de textiles et autres biens d'équipement dans le monde, et autant aussi c'est un marché de consommation qui est énorme. Moi, je l'ai vu le shift, en tout cas le déplacement en termes de consommation. Au départ, on avait vraiment le Japon. Au début, quand j'ai commencé à travailler dans les années 2000, c'était vraiment le Japon qu'on regardait. On regardait le Nikkei, etc. Maintenant, le Japon, on ne regarde plus trop. Hein. Bon, voilà, c'est à côté. On l'a beaucoup regardé un peu cet été avec les effets avec l'augmentation des taux et puis avec les opérations de carry trade. Mais bon, ça, j'engage ceux qui nous écoutent à regarder les vidéos de Thomas Veillé qui en a parlé. Donc, c'est en été 2024. Mais bon, pour revenir sur la Chine, eh bien, maintenant, on regarde aussi le consommateur chinois. Le consommateur chinois consomme moins. Depuis le Covid, il y a eu un ralentissement de la consommation, notamment des produits de luxe, avec maintenant, on va dire, un déplacement d'intérêt plutôt sur les voyages, plutôt sur la santé, plutôt sur l'expérience. Plutôt aussi que les produits de luxe à acheter, ce qui a un impact, et on l'a vu aussi sur les résultats de LVMH qui ont été publiés. Je ne suis pas sûr que je vais pas regarder Richemont, mais Richemont aussi. Ça doit être lié. Ouais, voilà, mais en tout cas, le secteur du luxe est assez atteint. Donc voilà, donc vraiment, ce qui est important de voir, c'est que la Chine est omniprésente dans plusieurs marchés. Voilà, donc en fait, consommation et production. Enfin voilà, consommation en tant que consommateur et producteur. Ouais. Voilà. Et on la retrouve un peu partout. Et je pense que si on revient à Trump et à ses décisions qui sont très axées contre la Chine, en fait, tu parlais de pointer du doigt au début. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment est-ce qu'il fait ça, comment qu'il pointe du doigt. Alors, aussi les tarifs qu'il a donnés, parce que peut-être que les personnes qui nous écoutent n'ont pas les chiffres exacts. Et aussi, qu'est-ce que son équipe pense de la Chine ? Je pense que c'est aussi un point intéressant, parce que
il y a quand même un le fameux China, c'est souvent un mème de Trump. C'est pour ça qu'on en parlait, pour contextualiser. Il y a aussi le conseiller financier de Trump qui a écrit des livres sur la Chine. Il y a une vraie guerre, en fait, qui se passe. Elle n'est pas que commerciale, elle est géopolitique, sociale. Peux-tu nous en dire pas un peu plus? Tu viens de me challenger, tu as posé beaucoup de questions. Je vais essayer de me rappeler toutes tes questions. Écoute, peut-être la première, excuse-moi, c'était pour un peu rediriger la discussion, mais parlons de Trump et de ses décisions contre la Chine pour englober un peu tout ça. Oui. Alors, Trump a la Chine dans le viseur depuis très très longtemps. Et son calcul qui est assez simpliste. Si on parle de la balance commerciale, la balance commerciale, les États-Unis est déficitaire. Ça veut dire qu'il y a plus d'importations que d'exportations. Les États-Unis importent plus que ce qu'ils n'exportent. Déficitaire, ça veut dire c'est 125 milliards. Et balance commerciale, pour ceux qui n'ont pas fait de commerce international, c'est intéressant. On calcule souvent la richesse d'un pays en parlant de balance commerciale. Donc s'il y a plus d'exports que d'imports en général, on va dire que... Et la Suisse, elle a plus d'exports que d'imports. C'est pour ça qu'on considère la Suisse comme étant riche et prospère. Donc c'est une question de prospérité aussi, la balance commerciale. Exactement. Et de l'autre côté, on a la Chine. Donc États-Unis, balance commerciale déficitaire, 125 milliards, grosso modo. Et de l'autre côté, vous avez la Chine qui a une balance commerciale excédentaire, plus de 100 milliards, 150 milliards de dollars. Donc, je parle en dollars. Donc l'idée de Trump, c'est de se dire, bon voilà, j'ai 125 milliards de déficit. De l'autre côté, il y a 100 milliards. Vaste communicant, on oublie les autres pays, etc. Je vais taxer la Chine. Et puis on enlève des zéros par ici, on les remet par là. Et grosso modo, voilà. Et tu me parlais aussi d'un conseiller économique de Trump. Là, je pense que tu fais référence aussi à Peter Navarro. Peter Navarro, donc, qui est devenu célèbre, parce qu'au début, on se dit, mais d'où Trump sort toutes ces idées sur les droits de douane, sur la Chine, etc. Peter Navarro, donc, qui a fait un livre qui s'appelle Death by China, donc la mort par la Chine, et qui pointe du doigt la Chine et qui en a fait une obsession. Donc voilà, en citant évidemment, je pense que tout le monde le sait maintenant, en citant un économiste de renom dans son livre, mais l'économiste n'existe pas, c'est lui-même, il a mélangé, c'est un acronyme de Peter Navarro, je ne me rappelle plus du nom qu'il a utilisé, mais dont il s'est servi pour pouvoir s'appuyer sur ses thèses. Donc voilà, donc là, ce qui s'est passé, c'est que Trump est parti très fort, et en gros, il a justifié en plus ses tarifs douaniers, on doit être à 145% sur la Chine, il a justifié par « la Chine m'a répondu ». La Chine m'a répondu, donc j'ai dû augmenter. Les autres pays n'ont pas répondu. J'ai infligé des droits de douane, donc du coup, ils n'ont pas répondu, donc je suis gentil avec eux. Je ne leur inflige pas 30 ou 40%, ce sera simplement 10%. Mais c'est quand même 10% supplémentaire par rapport à ce qui se faisait. Donc il a annoncé aussi des tarifs, anglicisme, en tout cas des droits au niveau des taxes douanières assez importants, pour après dire, finalement, non, ce ne sera pas aussi important que ce que j'avais dit, ce sera moins important, mais vous allez avoir quand même des droits de douane. Donc voilà, mais en ligne de mire, Trump et son administration à la Chine, tout en oubliant que, comme on se l'était dit au début de notre conversation, toutes les économies sont liées. Et là, Trump nous a donné vraiment un cours d'économie magistral, en nous montrant finalement que toutes les économies sont interdépendantes, que penser qu'avoir une action n'aura aucune influence sur le peuple américain, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'il s'est fait élire comme étant le président du pouvoir d'achat. Voilà, donc les classes populaires ont voté pour lui, et aussi pour avoir une amélioration du pouvoir d'achat. Là, on se rend compte de quoi? Il est arrivé pénurie sur les œufs. Les œufs, bon. Apparemment, c'est la faute de la grippe aviaire, etc. Bon, ok. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu, au-delà de la pénurie sur les œufs, on a eu une estimation qui a été donnée en disant que chaque foyer américain allait avoir un surcoût de $4 000 par rapport à sa politique douanière. Donc là, ça va vraiment à l'inverse de ce qu'il voulait. Et pour comprendre un peu ce qui se passe, si on recentre la discussion vers les réactions de marché, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, en fait, tout ça?
ces droits de douane? Est-ce que, en tant qu'investisseur ou individu qui se pose des questions sur son argent, sur l'économie dans laquelle on vit, est-ce que qu'est-ce qu'on doit en retirer de tout ça? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Une bonne ou une mauvaise situation, comme dirait... Alors, déjà, les droits de douane, c'est pas... bon, ça n'engage que moi. C'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, parce que ça freine aussi le développement économique. Et bien entendu, rien de tout ça n'est un conseil en investissement. Mais il y a un disclaimer, je pense, à la fin. Oui, il y a un gros disclaimer. Un gros disclaimer, voilà. Donc, au niveau du commerce, c'est plutôt un frein. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle. Au niveau des investisseurs, si un ménage est à la fois consommateur et investisseur, donc il va avoir un comportement un peu bicéphale, hein, un peu schizophrène. Mauvaise nouvelle pour moi parce que au niveau de ma consommation, c'est pas top, hein, les prix vont augmenter. Et d'autre côté, au niveau des investissements, ça crée des opportunités parce qu'on a vu qu'il y a eu un trou d'air. De la même façon qu'on a pu le voir lors du Covid. Les marchés ont baissé très très violemment. Donc ça a créé des opportunités d'achat pour certains. Pour d'autres qui ont paniqué, et ça vraiment, on pourrait revenir par la suite, lorsque les marchés baissent, il faut vraiment garder la tête froide. On en a parlé au début, les différentes crises que j'avais vu passer, et finalement, après, de se dire, est-ce que finalement tout ça, est-ce que c'est qu'une rediffusion, il faut garder son calme, etc. Je pense que oui, il faut garder son calme, mais après ça crée des opportunités d'achat extraordinaires. On l'a vu. Lorsque vous avez une entreprise qui est correctement évaluée, avec des perspectives de développement qui sont avérées, comptables, avec un marché qui est existant, il n'y a aucune justification à ce que ça baisse, mis à part, on va dire, une décorrélation, une réaction plutôt épidermique des investisseurs face à une situation de marché. Mais du coup, comment on évalue une entreprise? Comment on peut dire que cette entreprise est bien, surtout que maintenant que tout bouge, lié à la géopolitique et pas forcément à ce que l'entreprise fait comme résultat? T'as plusieurs ratios financiers. T'as celui qui est le plus utilisé en finance de marché, t'as le PER, hein, le Price Earning Ratio, où on définit certains niveaux, hein, sous-évalués, bien évolués ou surévalués. Grosso modo, ça va être de 0 à 10, 10 à 17, et 17 à 25 et aussi de 25. Donc vous retrouvez ces ratios, tu peux les retrouver sur le site Swissquote, partout, hein, donc ça on peut vraiment les retrouver partout, et ça vous donne une évaluation de l'entreprise, et ça vous donne une photographie tout de suite. Donc si entre 10 et 17, suffisamment bien évalué, etc., et entre 10 et 25, surévalué, au-dessus de 25, on s'attend vraiment, je prends l'exemple d'NVIDIA ou Microsoft, etc., où on a vraiment des PER qui sont au-dessus de 25, et ça vraiment parce qu'on spécule c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que que l'entreprise délivre des résultats assez importants. Donc voilà, donc il y a cette évaluation d'entreprise, ensuite il y a d'autres ratios, mais le plus simple et celui qui est le plus utilisé, c'est le PER, hein, le Price Earning Ratio. D'accord. Et donc on parlait géopolitique, maintenant des marchés, comment on évalue, et il y a aussi un autre point clé, c'est les banques centrales. Ah oui. Je pense qu'elles s'ajoutent à cette discussion-là. C'est quoi leur réaction maintenant avec les droits de douane? Alors ça c'est drôle. Bon, je vais pas parler de la BCE ni la BNS, mais je vais parler de la Fed avec Jérôme Powell. On a vu les messages via le réseau de Truth de Donald Trump, hein, où il disait allez Jérôme Powell, allez il faut baisser les taux, etc. Alors la mission principale des banques centrales, c'est de combattre l'inflation. C'est de la ramener autour de 2%. Voilà, ça c'est la mission principale des banques centrales. On garde quand même en tête que Trump a bâti sa fortune sur l'immobilier. Voilà, donc des taux bas aussi, c'est pratique aussi lorsqu'on veut lancer des projets immobiliers. D'ailleurs, l'épisode précédent, c'était sur l'immobilier. Si vous voulez faire un petit saut, je fais un peu de pub dessus. Alors, de quelle manière une banque centrale peut combattre l'inflation? En utilisant les taux. Vous allez après c'est les bases un petit peu de l'économie. Si on baisse les taux, qu'est-ce qui va se passer? La baisse des taux, ça va être bien pour les ménages ou les entreprises, parce que les ménages vont pouvoir s'endetter pour consommer. Voilà. Donc les entreprises vont pouvoir aussi investir. Alors si on consomme
Attention, bon, ça, là, je fais appel vraiment aux mémoires étudiantes, avec la fameuse courbe en X, offre et demande, avec supply et demand, et avec au milieu le point d'équilibre. Donc, lorsqu'on consomme beaucoup, lorsqu'on a la possibilité de consommer parce que les taux sont bas, on peut utiliser un effet de levier, acheter des biens de consommation ou des services, ou acheter des biens immobiliers, eh bien, il va y avoir un afflux de demandes. Lorsqu'un produit est beaucoup demandé, qu'est-ce qui va se passer ? Les prix mécaniquement vont augmenter. Okay. C'est pour cette raison que lorsque on a vu qu'il y avait une hausse d'inflation juste après que le conflit ukrainien et russe ait commencé, eh bien, les banques centrales ont augmenté les taux pour justement faire baisser cette inflation. Donc on est revenu à des niveaux plus ou moins acceptables à travers différents pays. Bon, la Suisse, on est à 0,03, donc une inflation vraiment très très basse. Mais sur les autres pays au niveau européen, on est à 2,4, plus ou moins c'est ces mêmes niveaux sur les États-Unis. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le rôle principal de la Banque centrale. Et à chaque fois, la Banque centrale, et notamment Jérôme Powell, dit et martèle qu'il ne regarde pas les marchés financiers, qu'il n'agit pas sur les marchés financiers, que la mission première, c'est de combattre l'inflation. Trump a dit la même chose, il dit « je ne regarde pas les marchés financiers ». Mais finalement, il a été rattrapé par les marchés financiers. Notamment lorsqu'on a vu aussi l'un de ses proches collaborateurs et amis, le cours de Tesla fondre. Pour plusieurs raisons, hein, mais aussi tous ceux qui étaient autour de lui, qui étaient investis en actions, les cours de bourse ont fondu. La plupart des Américains ont une retraite, entre guillemets, par capitalisation. Donc, inévitablement, sont touchés par les marchés financiers. Aujourd'hui, la plupart des actionnaires qui se trouvent soit en Suisse ou dans le reste de l'Europe, eh bien, investissent énormément aux États-Unis ou sur les marchés financiers. Donc il y a un impact direct, et le fait que les capitalisations boursières baissent, hein, donc capitalisation, donc c'est le nombre de titres sur le marché, pas le prix de ces titres, eh bien, ça a conduit Donald Trump aussi à revoir sa copie, à dire finalement, c'était une technique. Ceux qui n'ont pas lu mon livre, l'art de négocier, ils n'ont rien compris, etc. Donc revirement de situation. Mais d'autre côté, qu'est-ce que ça a entraîné ? Ça a entraîné aussi une défiance, une méfiance vis-à-vis des États-Unis. Parce que ce qui est important pour un pays, c'est aussi la confiance qu'on peut en avoir. Et puis un pays possède aussi des obligations, donc il y a. Exactement. Et là, c'est une guerre aussi qui achète et revend les obligations. C'est ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est drôle que tu m'en parles, parce que il y a un peu plus d'une semaine, on en parlait sur le desk au bureau. On disait bon, on essayait de voir un petit peu ce qui allait se passer, mais et je disais mais qui a le plus grand nombre d'obligations, etc. Américaines, de dettes américaines. Mais il y a le Japon, il y a aussi la Chine, etc. Donc il y a eu énormément d'obligations aussi qui ont été vendues, d'obligations américaines, hein, donc qui ont été vendues pour faire pression aussi sur le gouvernement américain. Donc voilà, cette guerre un peu cette guerre des nerfs, cette guerre un peu d'utiliser une sorte de levier qui se passe surtout entre la Chine et les États-Unis. Et après, ce qu'attend Donald Trump aussi, c'est que le président chinois, Xi Jinping, arrive, qui se déplace aux États-Unis, en gros, qui courbe les chines et qui s'excuse et qui dit non, finalement, Donald, tu as raison, etc. Bon, non, ça se passera pas comme ça. Là, on a affaire à deux grosses puissances qui s'affrontent. Au-delà du combat d'ego, c'est beaucoup d'action et de réaction, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Hein. On peut pas. Je pense que les États-Unis qui taxent, il y aura une réponse en fait de ceux qui possèdent la plupart des obligations américaines. Donc forcément, même des terres rares, des minerais qui produisent aussi des voitures, des usines Tesla qui sont en Chine, voilà. Donc bon, et autres productions. Enfin bon, voilà, c'est vraiment très problématique des deux côtés. Ouais. Et maintenant, pour un individu, pour un particulier qui voudrait naviguer là-dedans, est-ce qu'il faut attendre pour investir, se lancer petit à petit? Je pose les questions qu'on pourrait se poser en tant qu'investisseur. Hein. C'est quoi pour toi? Faut attendre ou faut
Faut y aller, maintenant que ça bouge. C'est pas un conseil que je donne, hein, vraiment. Voilà. Alors, je dirais qu'il n'y a pas, et ça j'ai souvent dit, il n'y a pas de bon moment pour investir. Chaque moment est le bon moment. Voilà. Tout dépend de la stratégie, de l'horizon d'investissement que l'on a. Je pense qu'avant de se dire oui, je vais acheter telle ou telle valeur, il faut se dire bon, ok, d'abord, déjà les liquidités que je vais investir, c'est des liquidités que je peux perdre. Parce que il y a plusieurs moyens d'investir, hein. Donc soit via les actions, soit via les obligations. Aujourd'hui, une entreprise, lorsqu'elle veut, elle recherche du cash pour pouvoir investir, se développer, elle a deux solutions. Soit elle met en circulation des actions, donc elle ouvre une partie de son capital, hein, donc elle a son capital, elle ouvre une partie, donc des actions, donc ça lui permet de récupérer du cash qui lui permet d'investir, etc. Et par rapport aux actions qui ont été émises, elle peut verser un dividende. Et de l'autre côté, elle peut émettre de la dette, donc des obligations privées. Donc, et pour cela, elle verse des coupons régulièrement, des taux d'intérêt, une rémunération. Donc, petite parenthèse. Donc, est-ce que c'est le bon moment d'investir? Donc, tout dépend de l'horizon d'investissement. 1 an, 2 ans, 5 ans. Les liquidités que l'on a, est-ce qu'on est prêt à les perdre? Parce qu'on peut tout perdre en investissant sur des actions. Un bon nombre d'actions, on les voit, ils sont passés soit de 150, $200 à $2, $3. Là, j'ai une action en tête, j'en parlais avec des amis, c'était vraiment le flavor of the month. À l'époque, c'était le Beyond Meat, la viande. Ah oui. Voilà, on est monté à 100, $150, etc. Je crois que maintenant, on doit être à $2. Voilà, donc c'était se méfier. Voilà, donc est-ce qu'on est prêt à perdre l'argent qu'on a investi? Après, programmer son investissement, qu'on ait $10 000, 10 000 francs, 10 000 euros, de se dire est-ce que je mets tout maintenant ou j'investis régulièrement pour avoir une répartition de l'investissement dans le temps. Voilà. Et après la diversification, ça paraît un peu bateau comme ça, mais c'est vrai que, à titre d'exemple, les investisseurs aujourd'hui, certains commencent par investir sur des indices. Et c'est parfait. Du coup, tu as des exemples d'indices qu'on peut retrouver chez nous? Oui, globalement, la plupart des indices, mais après, on s'aperçoit d'une chose. Si je prends, depuis le début d'année, les principaux indices américains, qu'on parle du Dow Jones, du Nasdaq ou du SP500 qui regroupent les 500 plus grosses valeurs, mais 500, il y en a 503, 504, ça dépend, plus grosses valeurs américaines, on est sur une baisse plus ou moins de entre 7 et 10%. Ce qui est énorme. Après, si on regarde les valeurs européennes, si on prend le SMI en Suisse, depuis le début d'année, on baisse de 0,2. Le DAX, on progresse de 7%, il me semble. Et sur le CAC 40, l'indice français, DAX, donc indice allemand, et CAC 40, indice français, on baisse de 1% à 2%. Parce qu'il y a vraiment une grosse part du luxe dedans. Et justement, LVMH a été impacté par la consommation chinoise, d'une part, sera impacté par la consommation américaine, par les droits de douane aussi, avec les spiritueux, la partie Moët Hennessy. D'ailleurs, il y a eu une rumeur qui disait que LVMH allait sûrement peut-être séparer en deux la partie Louis Vuitton, donc, et la partie, on va dire, mode, etc., parce qu'il y a Dior, etc., et la partie aussi spiritueux. Donc ça, c'est une petite rumeur. Pour rappel, parce que LVMH est connu pour rassembler beaucoup de marques, et ils ont racheté beaucoup de marques au fil du temps, dont les marques de cognac assez connues. Donc ça explique aussi pourquoi le CAC 40 performe aussi moins bien. Et si on regarde sur 5 ans maintenant, donc 5 ans, donc on se replonge à avril 2020, donc c'est pendant le Covid évidemment, mais c'est après. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les indices américains ont performé entre plus de 80 et 100%. Ça veut dire quoi, 80 et 100%? Parce que dit comme ça, ça veut rien dire. C'est-à-dire c'est le double, du simple au double. C'est énorme. Et si on prend, par exemple, l'indice suisse, le SMI, en 5 ans, 20%. C'est pas beaucoup. Donc, la plupart des investisseurs, aujourd'hui, vont chercher la performance sur les États-Unis. Ils savent que les États-Unis peuvent connaître des problèmes, ça peut baisser, etc., mais qu'ensuite, la reprise se fait très rapidement.
il y a un niveau de consommation, une culture de la consommation aux États-Unis, qui fait que l'économie redémarre très rapidement. Mais tu ne penses pas qu'on a atteint un plafond? Parce que beaucoup de gens parlent de récession, de peut-être que en fait, le dollar est surévalué. On est arrivé à un moment où il y a vraiment un plafond de toute cette consommation. Alors la récession, si on prend la définition académique, donc c'est 2 trimestres de suite où on est à 0. Ça fait plusieurs années qu'on parle de récession au niveau des États-Unis, on s'amuse à se faire peur. On parle maintenant aussi de stagflation, hein, donc d'inflation avec aussi une croissance à 0. Mais là, on en est loin. Les États-Unis, c'est vraiment comme un pays qui est assez particulier. Si on compare les États-Unis à l'Europe, hein, parce que l'Europe dit, nous, on a 400 millions de consommateurs, etc. Oui, non, 400 millions, oui, de personnes, mais la consommation est beaucoup plus importante aux États-Unis. La culture de la consommation est très différente. Et je pense que les investisseurs, eux, le savent. Donc c'est pour cette raison qu'ils investissent sur des ETF, sur des produits, des paniers d'actions américains, sur les indices américains. Et on s'aperçoit aussi que si on prend par exemple, si on met dans le détail, parce que les indices ont beaucoup baissé depuis, même s'ils affichent des performances sur plusieurs années qui sont assez importantes. Hein. Et c'est vrai que dans nos discours, lorsqu'on a des clients, ce qu'on leur dit toujours, c'est pouvoir regarder sur des périodes plus longues, sur 5 ans. Voilà, plutôt que sur 2, 3 mois, 4 mois, etc. À part si on fait vraiment qu'on appelle du day trading, des allers-retours, mais ça, c'est vraiment un autre comportement. Et juste une question comme ça qui me vient, t'as pas un secteur j'allais y venir, particulier? Ah ouais. Alors, j'allais y venir. Ouais. On s'aperçoit de 2 choses. On s'aperçoit, si on prend l'Eurostoxx, donc élargi, on s'aperçoit donc il y a des sous-secteurs. On a les banques assurances qui performent bien, que ce soit aux États-Unis ou aussi en Europe, plus 20%. Et puis, on a aussi le secteur qu'on appelle les utilities, donc c'est le secteur de production d'énergie, donc gaz, électricité. Si on voit les performances, elles sont aussi de 15-20%. Donc ça, c'est vraiment les secteurs qui performent. Il y a des rotations sectorielles qui s'opèrent. On a vu que pendant un moment, il y a eu aussi l'investissement dans l'intelligence artificielle qui s'est opéré. Après, ce dont on se rappelle souvent, et j'en parle souvent avec les collègues, c'est se dire, quelquefois, il faut penser de façon rationnelle ou vraiment un peu old school. Avec le fameux proverbe, pendant la ruée vers l'or, qui a fait de l'argent? Je te pose la question. Ah, c'est une question? Ouais. Ah, je sais pas, moi j'ai les cow-boys en tête maintenant qui m'arrivent et les films. Je saurais pas te dire, c'était aux États-Unis. Ouais. Donc, alors, ceux qui ont fait de l'argent, c'est ceux qui ont vendu des pelles et des pioches. Voilà. En fait, c'est cette façon-là qu'il faut. Moi, je pensais aux gars qui avaient le sac et qui ramassaient l'or. Ils sont tous venus après la guerre, entre guillemets, c'est-à-dire après la bataille. C'est-à-dire qu'ils ont tous voulu chercher de l'or. Mais si tu vendais des pelles et des pioches pour chercher de l'or, de l'équipement, tu faisais de l'argent. Voilà, donc, c'est logique maintenant, mais on n'y pense pas tout de suite. Pareil pour l'IA. L'IA, c'est aujourd'hui, on a besoin aussi c'est pas un conseil, mais on a besoin aussi de data center. Voilà, donc c'est vrai que par ricochet, on a les puces, on a Nvidia, et puis on a aussi ASML, on a aussi TSMC, mais on a aussi les data centers aux États-Unis. Donc vraiment ce gros centre de données, ces gros centres de données, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment des secteurs, on le remarque, qui sont aussi privilégiés par nos clients. Mais il y a eu, je ne sais pas si on va en parler aussi, il y a aussi un changement. C'est-à-dire qu'il y a eu l'investissement sur l'IA, l'intelligence artificielle, avec son application, et maintenant on a un investissement vers le secteur de la défense. J'allais en parler. La défense, c'est un peu le premier sujet qui vient quand on parle de guerre, en fait. Oui. Tout simplement. Là, on parle de guerre commerciale, mais il y a le mot guerre dedans. Oui, et en fait, la défense, elle est quand même... c'est un sujet principal, mais c'est surtout un sujet économique. Oui. Alors, la défense, c'est vrai que pendant plusieurs années, c'était l'investissement dit sale. Parce que c'était pas l'investissement green, c'était pas l'investissement vert, c'est l'investissement sale. Parce qu'au bout du bout, il y a des morts. Voilà, c'est la guerre, ce sont les morts. Et moi, j'ai vu l'évolution, et c'est très drôle qu'on en parle, ça me vient comme ça. Lorsque j'avais commencé, je pense que les plus anciens vont s'en rappeler, il y avait ce qu'on appelait la notion de vice funds, les fonds du vice, où il y avait cigarettes, il y avait aussi la guerre, etc. Donc il y avait vraiment tout ce qui n'était pas politiquement correct. Après, en 2008, il y a eu la crise financière.
les mauvais garçons, c'était la banque. Les banques, c'était le système bancaire, c'était la finance. Au départ, tout le monde voulait faire trader, et puis après, lorsqu'on était sur le trading, lorsqu'on était si on était banquier, on voulait pas le dire. On dîner, tu fais quoi dans la vie? Oh, je m'occupe de choses et d'autres, etc. Alors, pas de trading, etc. Et donc, ce qui a été développé après, il y a niveau ESG, les placements socialement responsables, etc. Et là, revirement de situation, la défense. Donc la défense. Donc là, c'est un secteur qui est en développement. Lorsqu'il y a eu le départ de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on a vu tout de suite Rheinmetall, le constructeur de chars allemand, vraiment bien progresser. On s'est dit, bon, est-ce que 400, ceux qui voulaient investir, est-ce $400, est-ce que c'est 400 €, est-ce que c'était le bon niveau, etc. Maintenant qu'on est à plus de 1000 €, waouh. Mais après, il y a aussi le niveau éthique. Est-ce qu'on est en accord par rapport à ces principes pour investir sur ce secteur d'activité? Il y a aussi vraiment, parce qu'au-delà de la performance qu'on recherche, il y a aussi être en accord avec ses valeurs. Donc, est-ce qu'on est en accord avec ces valeurs ou finalement, oui, on veut investir dans la défense? Là, on s'aperçoit d'une chose, que la plupart des émetteurs, des asset managers, des gestionnaires d'actifs, des émetteurs d'ETF, de paniers d'actions, eh bien, réfléchissent à en émettre beaucoup plus. En Europe, il y a une dizaine d'ETF et dans le reste du monde, il y en a une trentaine. Donc, en gros, il y a entre 40 et 50, plus ou moins à l'heure actuelle, d'ETF sur la défense. Il y en a un qui est très connu, le Van Eck, où on retrouve dedans plusieurs actions du secteur de la défense. Donc, notamment, on va retrouver du Thales, du Leonardo, du Palantir, enfin énormément de secteurs de la défense, j'en oublie encore. Et maintenant, ce dont on s'aperçoit, c'est que on essaye de trouver, en tout cas les investisseurs essaient de trouver les petites pépites. Petites pépites. Et quand on discute, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, je discutais avec un investisseur, lui qui me parlait de drones sous-marins, de drones marins et de drones sous-mariniers. Bon, je vais pas faire de publicité et citer, voilà. Donc, si vous cherchez un producteur de drones sous-marins et de drones sous-mariniers qui est envoyé pour faire exploser les mines. On a bien vu au large d'Odessa, en Ukraine, qu'il y avait énormément de mines qui empêchaient les bateaux de partir du port d'Odessa en Ukraine et de transporter les céréales pour aller justement les livrer à travers le monde et notamment certains pays africains. Eh bien, vous avez de la défense, c'est pas simplement que des machines pour tuer. Vous avez des drones sous-mariniers ou mariniers qui sont là aussi pour faire de l'exploration ou sinon pour déminer. Donc voilà. Donc ça, c'est beaucoup lié à la technologie en général. Oui, aussi, les technologies. Puis il y a un mélange d'IA aussi. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit que les investisseurs sont aussi à la recherche de petites pépites ou des choses qui n'ont pas été encore vues, remarquées, et regarder un peu l'impact. Et c'est ce qui est intéressant dans notre métier et aussi dans l'économie et dans la finance, c'est de pouvoir lier toutes les choses et de voir un petit peu l'impact que cela peut avoir dans notre vie. Quand je discute avec des investisseurs, certains veulent investir uniquement sur les valeurs agroalimentaires. Voilà, donc ça peut être du Nestlé, ça peut être du Mondelez, ça peut être autre chose. Voilà, donc c'est par rapport aussi à l'intérêt qu'on peut avoir. Aujourd'hui, je l'étais, voilà, on aime les sneakers, on aime les baskets. On investit sur Nike, mais après Nike, on s'aperçoit, Nike ou Nike, on s'aperçoit d'une chose, que finalement, y a moins de création, que dans les modèles, ça se répète un petit peu, que leur système de raffle tirage au sort, ça a fait un peu son temps, etc. Donc là, l'action a énormément baissé. Donc voilà. Mais si vraiment une chose à retenir, c'est lorsqu'on investit, c'est investir dans une chose qu'on comprend et une chose pour laquelle on a un intérêt. Et je pense que lorsqu'on a un intérêt pour une chose, c'est beaucoup plus simple. Ouais. La plupart des investisseurs, des jeunes investisseurs, sont arrivés sur le marché financier aujourd'hui par les cryptos. Et pendant le Covid, ils sont arrivés en achetant des cryptos, du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, etc. Et
Ensuite, on dit bon, crypto, ok, très bien, mais qu'est-ce qui se passe autour? Il y a aussi les actions. Et il y a plein de choses, voilà, donc il y a d'éléments qu'on peut retrouver aussi d'ailleurs chez nous. Mais ça me permet aussi de sauter sur ce qu'on propose aussi chez Swissquote. On a justement, si on est curieux, si on a plusieurs thèmes d'investissement, on peut aussi investir par thème. Toi, tu travailles chez Swissquote aussi pour construire un peu ces produits-là. Il y a une équipe qui s'en occupe, donc les teams trading. Les teams trading ce sont des certificats, des produits structurés avec différents thèmes, donc ce sont des sortes de paniers d'actions qui vous permettent, qui permettent à l'investisseur, qui donnent la possibilité à l'investisseur d'investir dans des paniers d'actions, dans des thématiques, donc soit l'IA ou autre, etc. Et donc ça, c'est lorsqu'on n'a pas d'idée précise sur une action, donc c'est aussi une solution. Donc voilà, vous pouvez retrouver chez Swissquote plusieurs thèmes d'investissement. C'est intéressant aussi de regarder ce qui nous intéresse nous. Donc plusieurs manières d'investir chez Swissquote. Peut-être quelques questions pour conclure un peu notre discussion qui était très très intéressante. Alors déjà merci beaucoup parce que tu as pris le temps aussi d'expliquer en détail la géopolitique. Pas très simple quoi, de définir tout ça. C'est en cours, je veux dire c'est que des... on réagit à l'actualité. Est-ce que tu pourrais peut-être résumer la situation pour un investisseur aujourd'hui? Donc il faut savoir se positionner en fonction de ce qui se passe, tu le disais, être à l'affût de l'actualité, mais aussi savoir répondre à l'actualité en se disant tiens, s'il y a une action qui se fait en Chine, peut-être essayer de regarder quels sont les acteurs qui sont dans cette situation-là. Alors déjà, d'une, faut éviter les réactions épidermiques. Donc réagir sur le coup de tête, sur l'effet du stress. Je pense que la maîtrise de ses émotions, c'est vraiment une chose vraiment très importante, un paramètre important que l'investisseur doit prendre en compte. C'est pas évident, je le dis comme ça, parce que moi, lorsque j'ai commencé à investir, la maîtrise des émotions, c'était pas aussi simple. Donc il y a ce premier aspect. Deuxième aspect, éviter, et ça peut être aussi, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, des fenêtres ouvertes, mais le FOMO, fear of missing out, donc la peur de louper, de pas prendre le train et de se dire bon voilà, il faut que j'investisse tout de suite. Moi j'ai vraiment en tête plusieurs maximes que je garde depuis le début. Déjà avoir la patience du guépard, c'est très important. Ensuite, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, mais les racines ne descendent pas jusqu'en enfer. Voilà. Et ensuite, moi je terminerai, donc ça c'est la troisième chose que j'ai aussi en tête, et c'est valable pour pas mal de choses, pas mal d'actions. Lorsque on peut après transposer, évidemment sans condescendance, mais lorsque le cocher nous parle d'une action, il est temps de la vendre. Voilà. Je trouve que c'est une super manière de finir cet épisode. En tout cas, merci beaucoup Issa. C'était un plaisir et puis on va peut-être te retrouver sur d'autres épisodes. Je pense que avec plaisir. Là, on a vraiment plein de sujets. Peut-être plus spécifique au basket, c'est un peu trop court, mais ça c'est un bon signe. En tout cas, j'ai passé un super moment. Vous venez d'écouter un épisode d'Unlocked présenté par Swissquote. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Alors on a sorti quelques épisodes déjà et vous n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur YouTube, sur toutes les chaînes de streaming pour les podcasts, donc Spotify, Apple Music, et bien sûr sur notre chaîne YouTube on a d'autres émissions aussi avec Thomas Veillet, Vincent Gann. N'hésitez pas à nous écouter. Issa, merci beaucoup. Merci et puis à toi. À très bientôt. À bientôt. De cette vidéo, y compris les commentaires, données et observations sur le marché, n'est pas le produit d'un service de recherche de Swissquote ou de ses filiales. Ce document a pour but de mettre en avant l'action du marché et ne constitue pas un conseil d'investissement juridique ou fiscal. Swissquote ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à la qualité, l'exhaustivité, l'exactitude ou la non-violation de ce contenu. Les points de vue exprimés sont ceux du consultant et ne sont fournis qu'à des fins éducatives. Toute information fournie concernant un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation de stratégie d'investissement ou de transaction. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Swissquote, son personnel et ses représentants ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte découlant directement ou indirectement de décisions prises sur la base du contenu de la vidéo.
L'utilisation de marques ou de marques déposées de tiers est uniquement à titre d'information et n'implique pas l'approbation de Swissquote, ni que le titulaire de la marque déposée ait autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque de commercialisation des activités de Swissquote Bank SA, Suisse, réglementée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited, réglementée par la CISEC, Chypre, Swissquote Bank Europe SA, Luxembourg, réglementée par la CSSF. Swissquote Bank SA, Royaume-Uni, réglementée par la FCA, Swissquote Financial Services, Malte. L'UTD réglementée par la Malta Financial Services Authority, Swissquote MELUTD, IAU réglementée par la Dubai Financial Services Authority. Swissquote PT Ltd, Singapour, réglementée par la Monetary Authority of Singapore. Swissquote Asia Limited. Hong Kong, autorisée par la Hong Kong Securities and Futures Commission, SFC. Les produits et services de Swissquote sont réservés aux personnes autorisées à les recevoir en vertu de la législation locale. Tous les investissements comportent un certain degré de risque. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients particuliers subissent des pertes de capitaux lors de la négociation de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les actifs numériques ne sont pas réglementés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement spéculatif très volatile, les actifs numériques ne conviennent pas aux investisseurs n'ayant pas une tolérance au risque élevé. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant toute transaction.